Le mot ébauche évoque pour vous un objet qui n'est pas terminé. Pourtant, dans l'horlogerie, l'ébauche est une pièce très précise, composée elle-même de pièces multiples, souvent minuscules, qui sont également très précises. Monsieur Robert, voulez-vous nous montrer ce que représente une ébauche moderne? Mais très volontiers. Je crois que la meilleure façon de montrer une ébauche est de vous le montrer sur ma montre, que nous allons démonter et enlever les pièces qui ne font pas partie de l'ébauche. Je donne ma montre à un horloger qui enlèvera les parties de l'habillement de la montre, c'est-à-dire le bracelet, la boîte, le verre, le cadran, les aiguilles, et ensuite les parties réglantes ainsi que le ressort. L'ébauche est le bâti d'une montre qui comprend les organes de la transmission de la force depuis le ressort jusqu'aux organes réglants. Également dans l'ébauche, vous avez les pièces nécessaires à faire tourner les aiguilles. Pour faire une bonne montre, il faut une bonne ébauche. Et dans notre usine, nous avons de nombreuses ébauches de différentes formes, de différentes hauteurs. Et durant la longue histoire de la fabrique, nous avons fait des centaines de formes différentes. Nous sommes dans une fabrique d'ébauche de Fontaine-Melon, dans le Val-de-Rue-Neuchâtelois. Vous en êtes, monsieur Denis Robert, le directeur commercial. J'aimerais vous poser une question. À quelle époque la fabrication de l'ébauche a-t-elle passé du stade artisanal au stade industriel? Vous dire une année exacte serait un peu difficile, mais nous pouvons dire que c'est aux alentours des années 1920, entre 1920 et 1925, au moment où l'ébauche est arrivée à être fabriquée d'une façon interchangeable, c'est-à-dire que l'on ne numérote plus les pièces, mais que nous pouvons livrer les ébauches en vrac, en pièces détachées, à notre clientèle. Nous allons pouvoir jeter un coup d'œil évidemment trop rapide aux différents stades des ébauches dans le temps. Et j'aimerais en passant rendre un hommage à votre père, M. Maurice Robert, collectionneur passionné et avisé, grâce auquel cette fabrique possède une collection de montres exceptionnelle et qui nous permettra précisément de choisir l'un ou l'autre des spécimens pour en examiner les ébauches. Eh bien, je vous montrerai 3 montres. La première est une montre faite en 1650. C'est un chef-d'œuvre absolument unique. Qui a une ébauche. Qui a une ébauche, vous la voyez ici. Cette ébauche a ceci de remarquable que depuis le ressort jusqu'aux organes de transmission de la force, vous avez une corde à boyaux. J'aimerais que nous continuions à jeter un coup d'œil dans cette collection, si vous voulez bien. Très volontiers. Nous allons passer à une autre pièce. Une pièce qui a été fabriquée par les Jaquedreau à Londres, vers la fin du XVIIIe siècle. Cette pièce était un cadeau à l'occasion de fiançailles. Vous voyez l'intérieur ici et vous remarquerez ces 2 poids qui en font une montre dite à l'époque perpétuelle. Et elle date de? Et elle date de la fin du XVIIIe. La fin du XVIIIe. Et autrefois, on appelait ces des montres perpétuelles. Actuellement, nous appelons ceci des montres automatiques. J'ai remarqué dans cette vitrine, Monsieur Robert, une montre assez curieuse. On m'a même dit qu'il s'agissait d'une montre fabriquée par un horloger neuchâtelois
alors qu'il avait 94 ans. C'est exact, l'extérieur n'a rien de sensationnel, mais vous remarquez ici sur la platine qu'il est gravé « Faite par l'ancien Perlet à l'âge de 94 ans ». Il s'agit d'Abraham Louis Perlet, horloger célèbre du Locle, qui est renommé par ses inventions, notamment dans le domaine des montres perpétuelles ou automatiques. Nous avons vu ces quelques montres abandonnant une collection d'une très grande beauté et d'une très grande valeur pour en arriver à des ébauches. En effet, ici, vous avez les premières ébauches faites ici dans cette fabrique. Vous remarquerez qu'elles sont extrêmement primitives. Elles sont grossièrement forgées et fraisées. Elles portent véritablement le nom d'ébauche. Exactement, elles portent exactement le nom d'ébauche, alors qu'aujourd'hui, les ébauches ont un stade d'avancement nettement plus avancé. Je crois que nous pouvons les considérer comme des témoins d'une très longue histoire industrielle. Et d'ailleurs, un livre a été écrit sur les ébauches par M. Philippe de Coulon, qui nous accompagne ce soir. Monsieur de Coulon, votre livre porte en sous-titre 2 siècles d'histoire de l'horlogerie. Je ne vais pas vous demander de nous le résumer. Non. Ce sera un peu long malgré son intérêt. Oui. Voulez-vous nous tracer un très bref historique de la fabrication des ébauches en Suisse? Eh bien, Monsieur Champion, très bref, en effet. La fabrication des ébauches en Suisse a débuté dans les environs de Genève et elle se faisait tout d'abord sur un mode artisanal. Puis est venue l'époque des manufactures avec une entreprise sise dans le Jura français notamment et en Suisse également. Et le développement même de la fabrication industrielle est parti aux environs de 1850. Depuis lors, la fabrication n'a pas cessé de se développer et aux environs de 1900, on fabriquait de 3 millions à 5 millions d'ébauches par année. Si vous le voulez bien, nous allons revenir à l'entreprise qui nous reçoit aujourd'hui, autrement dit la fabrique d'horlogerie Sise à Fontaine-Melon. Vous avez ici le premier bâtiment de la fabrique d'horlogerie de Fontaine-Melon, construit en 1797, et ceci, la fabrique qui est venue ensuite, 1827. Ceci est la fabrique 1900, et vous avez devant vous les bâtiments modernes que l'on voit ici en vue cavalière, avec sur votre droite le dernier bâtiment et le plus moderne. La première question qui se pose évidemment et spontanément est de savoir pourquoi il faut d'aussi grandes maisons, d'aussi grands bâtiments pour fabriquer d'aussi petites pièces. Eh bien, Monsieur Champion, Monsieur Fonèche, ici présent, va vous donner les explications nécessaires, Monsieur Fonèche étant le directeur technique de la fabrique où nous sommes. Merci. Monsieur Fonèche, vous êtes le directeur technique. Vous allez, je suppose, nous amener au service technique. Exactement, au département technique, qui est à l'étage en dessous. Et en nous y rendant, j'aimerais vous demander comment naissent les idées qui aboutissent à la création de nouvelles ébauches. Oh, il y a 3 principales idées. La première, c'est peut-être une demande de la part de la clientèle, qui est la même la plus fréquente. Ensuite, il peut s'agir d'une création, d'un calibre de conception nouvelle, avec une forme également nouvelle. Et en 3e lieu, ce peut être un calibre pour contrecarrer la concurrence, ce qui arrive aussi assez fréquemment. Concurrence aussi bien suisse qu'étrangère. Cela signifie qu'en partant de ces 3 idées de départ, vous avez, sur la base de schémas, de croquis, la possibilité d'établir ces différents calibres. Les dessins, voici le dessin d'un calibre. J'aimerais vous présenter quelques travaux préliminaires, travaux de base également. Voici ici un plan de base qui concerne un calibre grandeur 30 mm, automatique numéro 65. Ensuite, un plan similaire qui concerne alors une pièce, un mouvement de forme, grandeur 6/3/8, mouvement destiné au montage de montres pour dames. Voici également
un des plans principaux, l'élévation du 6-3-8. Également pour la montre automatique. Vous me parlez de 6-3-8, de calibre 65... Automatique, oui. Automatique. Le 6-3-8. Pour moi, de nombreux chiffres qui ont une valeur presque kabbalistique. Voulez-vous nous les expliquer? 6-3-8 désigne la grandeur de ce mouvement en ligne, qui est une ancienne mesure française. Donc 6-3 est la largeur et 8 est la longueur. Et une ligne vaut environ 2 mm et quart. Vous m'avez dit que vous fabriquiez des calibres que j'ai pu considérer, d'après l'explication que vous m'avez donnée, comme des prototypes. Oui. On pratique de moins en moins la préparation des prototypes. Ça se présente encore dans certains cas principaux, lorsqu'il s'agit de spécialités. Sinon, pour un calibre simple, ça n'est plus le cas. Pouvez-vous nous en montrer un travail ici? Très volontiers. Nous avons ici un horloger calibriste sur une machine à pointer et à mesurer, sur laquelle il fabrique une partie d'une cage pour un prototype. On peut soit alaiser, percer et également effectuer des fraisages. Ce travail se fait sur n'importe quelle pièce. Ah oui, ah oui. C'est un travail fait soit sur une machine de ce genre, ou alors complètement à la main. Est-ce que les pièces sont prises de manière simultanée, ou toutes les mêmes pièces à la suite, ou des pièces différentes pour former... Les mêmes pièces sont prises à la suite. Ce qui signifie qu'il y a un nombre assez considérable de pièces. Ah oui. Et... Une ébauche simple, une ébauche normale, comprend de 45 à 60 pièces, non compris les vis. Vous avez ici devant vous un tableau qui vous montre pour deux calibres différents les pièces dans différents états de fabrication. À gauche, un mouvement pour montre homme, à droite, un mouvement pour montre dame. Vous avez combien de pièces? Bien, ici, il y en a 48 et là, je crois, 53. Et pour une montre automatique, est-ce que le nombre de pièces est... Il faut compter à peu près 50% de plus. Et je vois que le tableau indique pour chacun des deux calibres des opérations qui ont un nombre différent. Oui, alors les opérations sont multiples. Vous avez pour une de ces montres simples le nombre d'opérations qui varie depuis 900 à 1200, selon l'importance et la complication du calibre. Et pour une montre automatique, les opérations? Il en faut compter en tout cas 50% de plus. Et des opérations spéciales. Pour quelle raison? Je vous présente par exemple ceci, le rotor de notre mouvement automatique. Se donne extrêmement libre. Et c'est la pièce qui, sous l'effet des secousses ou portées, remonte la montre. C'est donc une masse oscillante en métal lourd qui tourne sur un chemin de roulement à billes. Bon, d'une manière un peu rapide, évidemment, nous pouvons considérer qu'un calibre est établi chez vous. Nous en arriverions ainsi à la fabrication, ou du moins à la collaboration entre votre service technique et la fabrication. J'aimerais au départ que vous nous fassiez la distinction entre les deux fabrications. Vous avez ici tous les plans de détail. Je prends un plan de platine, qui est la pièce la plus importante. Et dès l'instant où tous ces plans sont établis et cotés très exactement, ces plans servent ensuite à établir les outillages de base, les étampes et toutes les plaques nécessaires à la fabrication dans nos ateliers. Sur le plan pratique, voulez-vous nous expliquer d'après les images? Oui, voilà. Ici, vous êtes au département des étampes. En premier lieu, vous voyez une machine qui meule les profils. Vous avez un segment de matrice qui est donc fixe et une meule qui l'attaque. La matrice est en métal dur et la meule qui l'attaque est diamantée. Nous avons affaire maintenant ici à une machine à électro-érosion qui permet également, avec des électrodes en laiton ou en métal spécial, en cuivre, d'attaquer le métal dur ou l'acier trempé.
le tout se travaille dans le pétrole. On a des comptes, des bulles, des gaz qui dégagent. Voilà ici la pièce assemblée, donc les fragments de matrice qui sont assemblés. Et maintenant, nous assistons ici à la préparation d'une croisée pour une étampe de découpage de roue de finissage. La croisée est terminée. Voici maintenant un coup de rodage avec le diamant, la pâte diamantée. Maintenant, l'essayage de l'assemblage du poinçon sur la matrice. Ici, le forcé de la serge sur la croisée de la roue. Et ensuite, vous verrez le montage dans l'étampe. Voilà, on présente maintenant la pièce montée sur l'étampe. Voilà, je crois que ça y est. Voilà la partie du bloc dans laquelle va s'encastrer le poinçon. Et il est chassé à force avec un centrage très exact. Voilà le bloc qui est l'étampe elle-même et sur laquelle on monte également la matrice. Le tout s'assemblant parfaitement. Voilà la partie supérieure qui s'ajuste sur les colonnes. Donc chaque bloc a 2 colonnes au minimum. Et voilà, c'est terminé. Fabrication des outils et des étampes, ce que j'ai appelé en profane le premier stade de la fabrication. Oui. Voulez-vous être assez aimable pour demander à votre collègue, M. Pierre Fallot, directeur administratif de la fabrique, de nous parler de la fabrication proprement dite. Et très volontiers. Monsieur Fallot. Monsieur Fallot, s'il vous plaît. Monsieur Fallot, après ce premier stade de fabrication, j'aimerais que vous nous disiez comment les ébauches sont fabriquées en série. Eh bien, une fois que l'outillage de base est terminé, il s'agit de lancer ces ébauches en série, suivant la demande de la clientèle, en importance plus ou moins grande. Et alors, nous commençons par les premières opérations qui consistent à découper des pièces dans la matière. Vous avez ici une vue de notre magasin de matières premières. Cette matière nous est livrée donc par les fonderies ou également par les usines de laminage. Elle est coupée de largeur correspondant à la pièce à découper. Et ensuite, ces bandes de matière passent sous les étampes pour sortir les pièces que nous désirons fabriquer. Et vous avez ici une vue du découpage des platines. Suivant l'importance des séries que l'on met en fabrication, évidemment que nous avons des procédés plus ou moins rapides, plus ou moins poussés. Ici, vous avez une platine qui se fait en grande série. On voit que la platine se fait en 2 pièces. La platine est jumelée, si bien que ces 2 pièces sont fabriquées ensemble et séparées une fois terminées. Vous avez ici une opération de fraisage qui consiste donc à enlever la matière pour laisser la place aux différents mobiles, aux différents organes, pour permettre également de découper les trous. Et ce découpage de trous se fait après sur des étampes. Ici, vous avez également une opération de contournage, qui est une opération assez compliquée, du fait que le contournage consiste donc à faire le logement des rouages et des différentes fournitures qui viennent s'ajuster sur la platine. Voilà donc une de ces platines usinées. Et après chaque opération importante, il faut alors procéder à un nettoyage complet des platines. Elles passent dans des bains spéciaux, trichloréthylène, et après, elles doivent être parfaitement propres pour être usinées dans les opérations suivantes. Vous avez ici une opération de fraisage multiple, avec un perçage latéral. Vous avez ici les opérations à l'étampe, qui consistent donc de faire un premier découpage des trous. Ces trous sont ensuite repassés, rectifiés pour assurer l'interchangeabilité des ébauches. Vous avez ici une opération de perçage pour les vis de cadran, qui se font donc sur le côté de la platine. Et ensuite, au fur et à mesure des opérations, les platines s'évident, se fraisent, de telle manière qu'elles arrivent ainsi à leur stade de terminaison. Il y a dans cette période-là un mélange entre le travail mécanique et le travail manuel. Exactement. Évidemment que nous poussons à la mécanisation, mais enfin, cette mécanisation dépend tout de même des séries que l'on peut mettre en fabrication. Vous avez ici une des dernières opérations qui consiste à mettre des coupilles en place, que nous appelons les coupilles de renversement, également des pieds vis qui servent à l'ajustement des ponts sur la platine. Vous avez ici également une vue générale des opérations aux presses
et des différentes opérations de la fabrication des platines. Avec plus d'ouvrières que d'ouvriers ou... Eh bien, l'effectif est à peu près égal. Nous avons en gros 50% de personnel féminin et 50% d'hommes. Voici une vue des ponts tels qu'ils sortent de la fabrication. Et là, vous avez également des opérations de fraisage des ponts qui sont en gros similaires à celles des opérations de la platine. Ensuite, opération importante aussi, en cours de travail, il s'agit de contrôler ces platines pour voir si l'interchangeabilité est assurée. Et ici, au moment où les platines se terminent, où les ponts sont également terminés, il s'agit de faire des opérations demandées par la clientèle, telles que le gravage. Il s'agit de graver les marques de fabrique, de graver en somme l'empierrage, le nombre de rubis. Et ces opérations se font sur différents outils manuels, comme on le voit ici lorsqu'il s'agit de petites séries, outils plus automatisés lorsqu'il s'agit alors de séries plus importantes. Et tous vos clients ne demandent pas nécessairement le marquage à leur nom? Non. Certains clients s'en chargent eux-mêmes, d'autres, par contre, désirent que nous fassions cette opération. Évidemment, tout dépend des séries telles qu'elles sont demandées par la clientèle. Et nous pouvons à ce moment-là, évidemment, prendre des procédés plus ou moins rapides. Ici, nous avons une opération d'emboutissage. C'est donc une opération sur des pièces acier qui permet alors de sortir de la matière des pièces avec des coupilles, des pièces de différentes formes. Suivant la forme de ces pièces, nous avons des découpages nous avons des roues qui se découpent très rapidement. La forme est assez simple, si bien que nous pouvons avoir un découpage très rapide. Nous avons ici d'autres opérations une opération de taraudage des coquerets qui sert donc d'ajustement de la raquette sur le mouvement. Je dois dire que les noms de ces différentes pièces sont absolument charmants et très curieux. Évidemment, ce sont des noms techniques que chacun ne comprend pas, mais enfin, chez nous, ils sont rentrés dans nos mœurs et évidemment, dans la région, chacun sait ce que c'est qu'un coqueret ou qu'une raquette ou qu'une fourniture quelconque de la montre. Et qu'une fusée. Une fusée, non. Il n'y a pas de fusée. Il n'y a pas de fusée, non. Heureusement. Nous en arrivons. Nous en arrivons maintenant à des opérations de fourniture telles que la fabrication des petits ressorts, ce que nous appelons des ressorts ficelles, qui se font automatiquement. Et une fois que les pièces sont terminées, elles s'acheminent ainsi au magasin pour être contrôlées et pour être classées. Elles sont livrées aux clients en vrac, si je puis m'exprimer. Elles sont livrées aux clients en vrac par carton de 100 pièces. En somme, dans un carton d'ébauche, vous trouvez les fournitures nécessaires au remontage de 100 montres. Et vous avez ici les opérations d'emballage qui se font par comptage à la balance très précise et qui permettent de mettre dans chaque cornet exactement 100 fournitures du calibre qui sera livré. Une fois ces emballages terminés, eh bien, ils se mettent en carton, tels que vous les voyez ici, et c'est ainsi, dans cette forme-là, que nous les expédions à la clientèle. Je suppose, M. Fallot, nous parlerons chiffres plus tard, qu'avec la production de ces ébauches, vous devez prendre des garanties extrêmement sévères pour éviter des malfaçons. C'est exact. En cours de fabrication, d'abord. C'est exact. Il faut, en cours de fabrication, faire des contrôles multiples pour assurer la qualité et surtout l'interchangeabilité de ces ébauches. Nous travaillons sur la base de plans et de tolérances très précises, et il s'agit à ce moment-là de voir si les pièces dans leur forme, comme celle-ci, correspondent à des clichés qui sont faits spécialement, à une échelle déterminée, et grâce à des projecteurs de précision, nous pouvons nous rendre compte de la forme exacte de ces pièces sorties du découpage. Une autre opération consiste à contrôler d'une manière statistique la régularité des mesures. Nous faisons des distributions de mesures par des échantillons prélevés sur la série en nombre déterminé et nous savons, d'après la dispersion des mesures, si l'échantillon est accepté ou s'il est refusé. Je vous remercie et si vous permettez, je vais voir avec le directeur technique, M. von Esch, la manière dont son ouvrier spécialisé, je crois qu'on peut l'appeler ainsi, procède pour le contrôle final, le contrôle de marche. Nous avons pris l'habitude depuis quelques années déjà de prélever dans chaque série qui entre au magasin quelques pièces que nous mettons à l'état de marche. Et cet horloger ici est justement chargé d'effectuer ce travail. Et une fois que les pièces sont mises en marche,
Il a différents appareils sur lesquels il les place pour se rendre compte si la transmission de la force depuis l'organe moteur jusqu'à l'organe réglant est normale. Il se rend compte aussi si les pièces sont réglées dans de bonnes conditions. Et la manière dont se fait ce contrôle? Voilà, la pièce se place sur un porte-pièce qui est relié à un vibrographe. Ce vibrographe, donc, il y a une bande enregistreuse qui se déroule, et sur laquelle se marque un graphique. Et ce graphique nous indique ce que justement je viens de dire, au point de vue qualité du finissage et qualité du réglage. Après le vibrographe, nous avons un autre appareil, l'ampli-script, qui est principalement destiné à contrôler l'état des mobiles qui tournent lentement. Exemple, le barillet avec son organe moteur, la roue de centre, ainsi que la petite moyenne. Et également, le résultat s'inscrit sur une bande enregistreuse. Et si les variations sont trop grandes, on peut se rendre compte de quel mobile il s'agit, quel mobile est défectueux. Nous avons parlé fabrication, contrôle, oui, expédition. J'aimerais vous poser une dernière question. J'espère qu'elle n'est pas indiscrète. Posez toujours. Combien de pièces fabriquez-vous ici par jour? Nous sommes actuellement à Fontaine-Melon avec ses succursales, environ 1000 ouvriers et employés. Et notre production journalière est actuellement de 20 000 ébauches complètes. Je dis bien complètes, fabriquées dans nos ateliers. Je vous remercie, et pour étendre le problème de la production d'une manière un peu plus large, je m'adresserai à M. Pierre Dubois, directeur technique à la direction générale. Monsieur Dubois, vous avez entendu le chiffre que vient de citer le directeur technique de la fabrique que nous visitons, 20 000 pièces par jour. Sur le plan de la holding dont vous êtes le directeur technique général, pouvez-vous me citer un chiffre? Eh bien, je pourrais vous dire que dans l'ensemble de notre société, nous fabriquons 100 000 pièces par jour, ce qui porte bon an, mal an, notre fabrication à 25 millions de pièces par année. 57 fut une année faste où nous avons à peu près atteint 30 millions de pièces. Et sur le plan de la situation géographique des fabriques d'ébauche? Alors ici, vous avez une carte de Suisse qui vous situe par des petits cartouches blancs sur lesquels sont indiqués les noms, les principaux endroits où existent les 17 filiales d'Ébauche-Essarts. Comme on peut le remarquer, elles sont évidemment groupées dans le Jura, berceau de l'horlogerie. Vous avez Neuchâtel, qui est le siège central. Vous avez un groupe de maisons neuchâteloises, il y en a 6. Vous avez un groupe de maisons du Jura bernois, il y en a également 6. Vous avez une maison dans le Jura vaudois. Vous avez 2 ateliers dans le Valais et une fabrique à Rognaud dans le Tessin qui a toute une histoire. Et enfin, vous avez un groupe extrêmement important pour nous, environ 5000 ouvriers, dans la région Granges et Bettelach. Granges et Bettelach, ce sont 2 fabriques importantes. Voulez-vous nous en parler en détail? Eh bien, vous avez ici, devant vous, sur ces images qui défilent, un des ateliers d'une de nos plus grandes maisons de grange, atelier dans lequel est fabriqué ce qu'on appelle la cage. La cage est au fond rien d'autre que le châssis de la future montre. Vous avez ainsi toute la suite des opérations qui sont montrées par le travelling, je dirais, lorsque la caméra s'est déplacée dans cette salle qui a 180 mètres de long et qui abrite 600 ouvriers. Nous avons beaucoup travaillé maintenant à Ébauche-Essarts toutes les notions de rationalisation, de simplification du travail et particulièrement d'automation, pour employer un terme à la mode.
vous allez voir quelques détails des machines qui fabriquent l'ébauche et vous vous rendrez compte ainsi de ces différentes opérations mécanisées. Voici encore une vue générale de cette grande salle. Ici, vous avez une machine dite transfert à 29 têtes qui, chaque fois qu'elle retombe, usine les pièces qui sont placées sur un revolver. Ici, vous avez la préparation à l'automation, c'est-à-dire une trieuse qui va mettre pièce après pièce et ravitailler une machine automatique. Et cette machine ici que vous voyez va remplacer la main humaine qui avant équipait et chargeait chaque fois la machine en question. C'est une image qui aurait fait rêver Farinel, faux monnayeur. Exactement. Vous voyez les pièces qui arrivent ici, qui sont distribuées dans une machine très importante. C'est une machine qui met plein parallèle les futures platines de façon à ce que l'outillage par la suite ne subisse aucun défaut ou aucune erreur lors des différentes opérations successives. Cette machine ici mesure automatiquement l'épaisseur de ces platines, base de la montre. Chaque pièce qui n'est pas en ordre est automatiquement jetée à gauche ou à droite. À gauche, pièce trop petite, à droite, pièce trop grande, et au centre, les pièces modernes, les pièces à garder, à conserver. Je pense à vous entendre qu'on peut dire que cette fabrique a atteint la perfection en matière d'automatisme, perfection du moment en tout cas. Et si vous le voulez bien, vous avez vu, vous avez un télétranscripteur placé à différents endroits dans la fabrication elle-même. Ces télétranscripteurs transmettent toute la question des salaires sur une centrale, et vous voyez ici justement la bande perforée qui servira après, lorsqu'elle sera mise dans une machine automatique, à sortir les salaires bruts et les salaires nets. Ceci est une autre grande fabrique, c'est la fabrique Bettlar, à Bettlar, qui se trouve à Bettlar et qui fait spécialement les montres d'hytroscope. Vous retrouvez ici toute la succession des machines d'ébauche qui sont placées par groupe. Et vous retrouverez certaines machines automatiques. En particulier, vous avez ici devant les yeux une machine qui taille les pignons. Et ce pignon, une fois taillé, le futur pignon est automatiquement remis en place. Et nous avons ainsi l'automaticité. Vous avez ici les perçages de roues. Ici, vous avez un groupe qui charge automatiquement les barillets sur une machine à tailler les barillets. Vous allez voir le détail de la taille de ce barillet. Le barillet est donc le petit récipient dans lequel se trouve le ressort moteur. Vous avez ici le taillage automatique. Ici, vous retrouvez des machines transfert qui déplacent chaque fois les pièces devant des têtes et à chaque descente de la machine, une opération nouvelle se fait. Ce sont les fraisages de la platine. Ici également, une machine du même type, mais avec le chargeur automatique. Ceci, partie et détail du chargeur automatique. Ici, fabrication des balanciers pour les montroscopes qui sont automatiquement tournés. Et enfin, vous avez la machine qui fait les pivots, c'est-à-dire qui pivote, et cette machine est automatiquement chargée par ce levier. Monsieur Dubois, je vous remercie. Nous avons vu l'importance technique, industrielle, d'ébauche et des fabriques d'ébauche. Je pense ne pas pouvoir faire mieux que de m'adresser à M. Sidney de Coulon, directeur général d'Ébauche SA, pour lui demander de nous situer l'importance économique de la holding qu'il dirige. Je crois, M. Champion, que le plus simple est que je vous cite 3 chiffres. C'est-à-dire le chiffre de nos ouvriers, qui est de 7 000, le chiffre des salaires qui va jusqu'à 52 millions et le chiffre de vente 125 millions. Je pense que ces 3 chiffres peuvent vous donner la valeur économique d'Ébauche SA pour nos cantons et puis pour le pays en général.
Vous le pensez, et je suis sûr que les téléspectateurs, eux, en sont convaincus. Parallèlement à ébaucher ça, vous participez, vous collaborez à des techniques modernes dans l'intérêt de l'horlogerie d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Que pouvez-vous nous en dire? Il est évident que nous devons nous occuper des techniques modernes, et non seulement pour le contrôle de ce qui existe aujourd'hui, mais encore pour l'avenir. C'est-à-dire, nous devons tâcher de prévoir ce que nous pouvons faire de mieux pour l'avenir. Pour cela, nous avons un laboratoire suisse de recherche horlogère, d'une part, et d'autre part, nous avons des laboratoires particuliers. Ces laboratoires en particulier, à Ébauche-ça, ont étudié pour le présent des horloges atomiques, et d'autre part, nous nous sommes intéressés à la montre électrique et la montre électronique. Je pense que là, l'avenir nous prouvera que nous ne faisons pas fausse route. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Technique moderne, montre électrique. Monsieur Beiner, qu'est-ce qu'une montre électrique? Eh bien, une montre électrique, vue de l'extérieur, ne se présente pas autrement qu'une montre traditionnelle, du moins pour le moment. Toutefois, à l'intérieur de ces montres électriques, nous trouvons des mouvements différents de ceux qu'on a rencontrés jusqu'ici en horlogerie traditionnelle. La source d'énergie qui alimente les montres mécaniques, le ressort, peut être remplacée, par exemple, par une petite pile électrochimique, plus petite qu'une pièce de 5 centimes, ou par un petit accumulateur alcalin. Nous avons dans le premier cas une montre alimentée par une pile et dans le second cas une montre alimentée par un accumulateur. La personne qui porte une montre à pile devra elle-même tous les ans changer la batterie qui alimente sa pièce de la manière que nous démontre maintenant notre collaborateur. La personne portant cette montre ouvrira le compartiment réservé à l'alimentation, qui est séparé du mouvement. Il élimine la pile usagée et il la remplace par une pile neuve. Il referme son compartiment. Cette opération durant une fraction de minute. Lorsque il a bloqué son compartiment, la montre est apte à faire une nouvelle période d'1 année de marche. Quant à l'autre montre? Pour l'autre montre, le procédé est légèrement différent. On n'ouvre pas la montre, on recharge l'accumulateur au moyen d'un chargeur qui se trouve ici. Pour cela, cette montre a deux couronnes, l'une réservée à la mise à l'heure, l'autre à la recharge. On enlève le capuchon réservé à couvrir la prise de recharge. On introduit sur cette prise la fiche de recharge et on laisse ainsi la pièce en recharge durant une nuit. Il est nécessaire de procéder à une recharge environ tous les 6 mois. Tous les 6 mois et pour l'autre montre toutes les années. À l'intérieur de ces deux montres se trouve le même mouvement électrique dont l'oscillateur est un système balancier spirale classique, mais dont le moteur d'entretien est un micromoteur électrique. Merci, Monsieur Beiner. Je sais que cette montre est sur le marché. Je sais que vous en continuez les recherches et j'aimerais passer à la deuxième technique moderne dont nous a parlé M. Sidney de Coulon. Le transistor fait partie également du programme de diversification de l'industrie horlogère. Il s'agit d'un petit élément électronique qui demande une main-d'œuvre assez spécialisée et assez délicate. Le transistor est ce que l'on appelle un élément électronique actif. Il introduit dans un complexe électrique une certaine quantité d'énergie qui est soigneusement contrôlée. En un mot, c'est un amplificateur. Pour réaliser des transistors, on utilise un nouveau matériau qui ressemble à ceci. J'en ai un en main. Un métal, en fait, assez curieux.
car s'il brille comme l'argent, il se cristallise comme le diamant et il est tout aussi fragile que le verre. Il faut user des techniques de l'usinage du rubis pour le découper en plaquettes. Quant au transistor lui-même, voici à peu près comment il se présente. Vous avez ici le plus petit transistor qui existe, et la pièce de 5 centimes qui se trouve à côté vous donne une idée de l'échelle. Quelquefois, on utilise des transistors légèrement plus grands tels que celui-là. Enfin, lorsqu'il est nécessaire de manier d'assez grande puissance, on emploie de gros transistors, mais gros est ici un peu disproportionné, car malgré tout, comme vous le voyez, les dimensions restent fort modestes. Pour faire ces transistors, il faut tout d'abord avoir ce germanium que l'on coupe en plaquettes assez minces, puis en tout petits carrés. Ensuite de cela, par un processus d'alliage, on amène sur ces plaquettes de germanium des petites boulettes d'un métal également qui vous est peut-être assez peu connu, l'indium. Il est pour le moins aussi mou que le plomb. Il appartient à la famille de l'aluminium, mais ici, ce sont surtout ses propriétés électriques qui nous intéressent. Le transistor, ensuite, est monté sur un support ADK, puis il est encapsulé, contrôlé. Tout ceci, si je vous le dis maintenant, c'est parce que tout à l'heure, nous allons voir un court-métrage de sa fabrication et je désirais que chacun puisse se rendre compte de ce qu'il voyait. 2 mots sur ces applications. Eh bien, elles sont aussi diverses et nombreuses que l'électronique moderne ne s'est étendue en ce moment. Tout d'abord, il y a les trop connus petits appareils de radio portables. Trop connus. Trop connus, hélas, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais il est plus utile dans bien d'autres choses. Et vous l'avez, par exemple, dans les prothèses auditives qui, grâce aux transistors, sont devenues plus efficaces, plus sensibles, plus discrètes, puisqu'on les monte même dans une monture de lunettes. Enfin, vous avez également les transistors dans les grandes machines à calculer, maintenant dans les fusées, depuis que la fusée a disparu de l'horlogerie. Vous les trouvez également dans tous les complexes de l'automation, dans les centraux téléphoniques de demain. En un mot, un article qui est appelé à une grande production de masse. Et c'est surtout en pensant à demain plutôt qu'à aujourd'hui que l'industrie horlogère a songé à faire des transistors. Bien entendu, il ne faut pas oublier également les transistors dans l'industrie horlogère où ils forment dès maintenant déjà certaines pendulettes. C'est un premier pas en attendant que nous les trouvions dans la montre proprement dite. Mais surtout, si vous le voulez bien, nous allons en quelques minutes faire une rapide visite sur la fabrication des transistors. Vous voyez ici un laboratoire. Dans ce laboratoire sont évolués les transistors prototypes. Dans ce même laboratoire, nous faisons les cristaux de germanium qui nécessitent un contrôle extrêmement précis de la température. Je cite le chiffre 0,7 degrés sur 1000, 0,7 pour 1000. L'énergie est fournie par un inducteur haute fréquence. Le cristal qui sort de l'appareil est contrôlé. Vous trouvez ici le contrôle électrique. Puis enfin scié. Il est scié d'abord en plaquettes minces d'1/3 de millimètre, puis ensuite en tout petits carrés. Nous n'assisterons pas à cette opération, mais ces carrés ressembleraient assez à du cachou menté si ce n'était leur aspect nettement brillant. Nous pénétrons ici maintenant dans le local de montage et de fabrication, et l'ouvrière que vous voyez va procéder à ce que l'on appelle l'alliage. Elle a des positionneurs en graphite, ce sont des formes de graphite que vous voyez ici à gauche de la figure, et une par une, elle place tout d'abord les petites plaquettes dont je vous parlais tout à l'heure, et nous allons le voir à l'instant, les petites boulettes, des émetteurs ou des collecteurs, autres électrodes, qui ne pèsent guère qu'un quart de milligramme. Le tout est placé dans un four et soumis à un alliage dont vous voyez maintenant la sortie du four. Les formes après l'alliage s'ouvrent relativement facilement pour en extraire les transistors qui, pour le moment, sont ici encore provisoirement groupés par 5 pièces à la fois sur une barre unique qui les relie. Après cette opération, nous passons au montage proprement dit,
qui se fait sur des supports ADK à l'aide de soudure électrique par points. Des traitements de surface se font maintenant dans une enceinte absolument étanche. La personne travaille avec des gants en caoutchouc. Puis c'est l'encapsulage proprement dit du transistor qui le mettra à l'abri de l'atmosphère extérieure. Suivent ensuite des contrôles, ils sont nombreux, des contrôles électriques. La jeune fille consciencieuse que vous voyez ici effectue ces contrôles et finalement c'est de son verdict que dépendra tout le cours de la fabrication. Dans le département aussi au quartz, dont M. Francis Berger, directeur ici présent, va vous entretenir, on utilise les transistors pour des appareils électroniques modernes, mais ici je me tais et je me fais un plaisir de lui donner la parole. Monsieur Berger. En effet, Monsieur Champion, des appareils électroniques pour la chronométrie, en particulier des générateurs et des horloges à quartz. Pourquoi à quartz? Eh bien, parce qu'on utilise les propriétés d'un cristal piézoélectrique, cristal de roche. En voici un exemplaire. C'est un cristal qui vient du Brésil et dont l'effet piézoélectrique a été trouvé déjà en 1880 par les frères Curie et qui n'a été, au fond, exploité dynamiquement que 40 ans plus tard. Ces quartz, convenablement taillés, aussi à la manière de diapason, à la différence qu'ils ont une extraordinaire constance et permettent de construire des oscillateurs très précis. Vous en avez vu un en gros plan. On le scie, on le débite en tranches appelées gaufres. Et dans ces tranches, vous voyez qu'on découpe encore des barreaux ou des plaquettes. Le sciage se fait au moyen de meules diamantées arrosées. Le quartz est un cristal dur, il a la dureté du rubis, et il se débite à la manière dont vous le voyez à maintenant. Et c'est tout. Ensuite, ces barreaux ou plaquettes, ici c'est un barreau qui est usiné, qui est meulé, dont les faces sont terminées avec précision sur ce qu'on appelle un tour d'opticien, dans un atelier qui est à Berne. Ces barreaux sont ensuite terminés, les extrémités de ces barreaux, au moyen d'une débordeuse à meule, également à meule diamantée. Une fois mis aux cotes, ils sont métallisés et on passe maintenant aux mesures électriques. Ces quartz sont pincés, sont reliés à un appareil de mesure et on contrôle leur fréquence. On appelle par fréquence le nombre d'oscillations par seconde, comme pour les sons. Ils sont montés, soudés dans une cage, finalement, comme vous le voyez, montés dans une ampoule de verre. L'ampoule de verre est évacuée, on enlève l'air et on les ferme, on ferme ce qu'on appelle le queuseau. Ce résonateur, comme on l'appelle, cet étalon, cet organe vibrant, est le cœur de l'horloge à quartz que vous voyez ici. Vous voyez la complexité de ces éléments. Ces horloges à quartz trouvent des applications dans l'industrie horlogère, dans les observatoires, comme étalon de fréquence dans la téléphonie coaxiale et à bien d'autres endroits. Vous en voyez les différents éléments constitutifs et tout à la fin, l'horloge. Ici, une centrale horaire dans une fabrique d'horlogerie, Fontaine-Melon. Et pour terminer, un générateur, un exemple de générateur à quartz qui s'emploie pour différentes applications qui permet des précisions élevées, notamment dans des observatoires, dans des instituts de physique, partout où on a besoin de fréquences très précises, avec des précisions de l'ordre de la milliseconde par jour. Merci, Monsieur Berger. Vous avez pu vous rendre compte de l'importance de la fabrication des ébauches, importance vitale pour l'industrie horlogère. Quant aux techniques modernes qui les accompagnent, mais qui en sont indépendantes, elles regardent l'avenir, elles anticipent même